Bonjour Sylvia Athéna, vous êtes psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Est-ce que d'abord vous pouvez revenir sur votre parcours ? Oui, je suis en effet psychiatre, je suis donc médecin, j'ai fait des études de médecine à Paris il y a quelques années. Ensuite, j'ai commencé médecine pour être psychiatre, chemin faisant des tas de choses m'ont intéressée pour revenir finalement à mes premières amours quand il s'est agi de choisir ma spécialité. Alors que j'avais le choix entre quelque chose qui me tenait aussi à cœur, la néphrologie et la psychiatrie, je suis revenue à la psychiatrie. Mais une psychiatrie particulière, puisque j'avais eu aussi l'occasion, pendant mes études, quand j'étais externe, donc étudiante en médecine, de faire un stage dans l'un des services phares concernant les troubles du comportement alimentaire, qui était à Sainte-Anne, qui est toujours à Sainte-Anne, à la CMME. Et j'ai découvert ce qu'étaient les troubles du comportement alimentaire, peut-être en 4e année de médecine. Et depuis, ça a été le fil rouge, finalement, de toute ma carrière professionnelle. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer ce qu'englobent les troubles du comportement alimentaire ? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de troubles du comportement alimentaire. C'est un grand chapitre qui fait partie des maladies psychiatriques, alors que historiquement, ça a été rattaché à d'autres maladies, avant qu'on définisse vraiment que c'est une pathologie mentale. C'est assez facile de penser à l'anorexie quand on parle de troubles du comportement alimentaire. C'est vrai que l'anorexie, ça a été une maladie qui a été définie relativement récemment. Ce n'est pas une maladie récente, mais elle a été définie récemment. Ça date du 19e siècle, la définition de l'anorexie mentale. Et en fait, progressivement, les cliniciens qui s'occupent des patients ont vu qu'il y avait d'autres types d'anomalies dans les interactions avec la prise alimentaire. Et c'est comme ça que la boulimie a été identifiée encore plus récemment, en tout cas en tant que quantité clinique, en 1979. Et donc, entre-temps, on avait créé cette espèce de corpus qui s'appelle les troubles du comportement alimentaire, parce qu'entre les anorexies mentale typique, il y avait aussi des formes atypiques, que la boulimie s'inscrivait dans l'anorexie-boulimie, mais finalement, on l'a identifié aussi à part. Et puis, il y avait toute une série d'autres troubles. Et encore aujourd'hui, on continue à identifier, à mieux définir des troubles du comportement alimentaire. Et justement, depuis le Covid, on a observé donc dans les hôpitaux une hausse des demandes de consultation liées aux troubles du comportement alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et est-ce que le Covid a aggravé la situation de certains patients ? Il est clair que la situation de Covid était, tout ce qui est allé avec, était particulièrement anxiogène pour tout le monde. Donc il y a eu une augmentation de toute façon des demandes en psychiatrie. Ensuite, bien sûr, les troubles du comportement alimentaire, comme tout le monde le sait, touchent plutôt ou commencent en post-adolescence, à une période où finalement on se sépare et on sort du domicile parental. Je simplifie et je globalise. En pratique, avec le confinement, il y a eu une réentrée dans ce domicile parental ou alors un isolement dans un autre lieu, mais loin de tout, avec beaucoup moins d'interactions qui sont caractéristiques de cet âge-là, c'est-à-dire, mettons, entre 15 et 25 ans, où on est plutôt tourné vers l'extérieur, on est plutôt en interaction avec son groupe de pairs. Et là, patatras, tout était fermé, on revenait chez soi, on revenait finalement à un stade préadolescent. Ça, c'est l'une des premières approches, l'un des premiers aspects. D'autres aspects, parce que bien sûr, ça ne touche pas que des adolescents et post-adolescents. Malheureusement, les troubles du comportement alimentaire durent quasiment toute la vie, dans 2/3 des cas. Donc, on a des hommes, des femmes de 50, 60, 70 ans qui peuvent avoir encore des troubles du comportement alimentaire. Mais il y en a un tiers qui guérissent aussi. Donc, cet aspect-là, il faut le rajouter à un autre aspect, je parle toujours du Covid, qui est que lors du Covid, il y a eu une restriction de l'activité physique. Or, l'un des symptômes des troubles du comportement alimentaire, c'est l'hyperactivité physique, qui est utilisée comme stratégie de contrôle de poids. Et puis, il y a un changement des modalités de prise alimentaire, puisque si on retourne chez ses parents, si on se retrouve enfermé, si on est dans des lieux finalement où on n'a pas l'habitude d'être, eh bien, on doit remettre en place des habitudes alimentaires qui sont particulièrement parfois stressantes pour des personnes qui ont perdu la souplesse de l'adaptation à la prise alimentaire. On a parlé de l'anorexie. Étymologiquement, donc anorexie, ça veut dire absence d'appétit. Et vous avez précisé justement anorexie mentale.
Est-ce que vous pouvez définir le terme anorexie mentale? Alors, c'est vrai que anorexie, du A privatif en grec, et orexie, c'est-à-dire l'appétit, c'est absence d'appétit. Mais c'est une fausse anorexie dans l'anorexie mentale. Il n'y a pas de perte d'appétit, en tout cas initiale. Il peut y avoir une perte d'appétit qui arrive avec l'évolution de la maladie, plus ou moins vite, mais au départ, il n'y a pas de perte vraie d'appétit. Dans l'anorexie mentale, il y a plutôt une recherche ou un désir de minceur ou de maigreur. Et là, on a toute une série de comportements qui se mettent en place dans ce but et qui, entre autres, aboutissent au fait qu'il y ait une perte d'appétit. L'anorexie mentale s'inscrit dans la famille des troubles addictifs. Est-ce que vous, dans ce cadre, vous êtes amené à travailler en collaboration avec d'autres professionnels de santé? Oui, bien sûr, la prise en charge des troubles du comportement alimentaire, donc évidemment de l'anorexie mentale, est pluridisciplinaire. J'ai été d'ailleurs à l'origine du premier réseau de soins en France sur les troubles du comportement alimentaire à partir de Sainte-Anne, parce que par définition, déjà, pour prendre en charge quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, il faut un psy et un somaticien, quelqu'un qui s'occupe aussi du corps, soit le nutritionniste, le pédiatre, le généraliste, la gynéco, enfin ou le gynéco, peu importe, mais il faut des gens formés dans ces domaines. Et à côté de ce binôme, je dirais minimal, peuvent être nécessaires toute une série d'autres acteurs de santé, sans parler de ceux qui sont dans une fonction de dépistage. Et pour revenir aux aspects addictifs, alors déjà il y a un certain nombre de prises en charge qui s'approchent des prises en charge qu'on peut proposer aux addictions, notamment des approches motivationnelles. Ensuite, il y a des modes de fonctionnement sous-jacents, personnalité ou modes de fonctionnement des patients et patientes souffrant de troubles du comportement alimentaire qui sont parfois les mêmes que dans les troubles addictifs. Et enfin, il y a ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire qu'on peut avoir plus fréquemment des addictions au sens large quand on a un trouble du comportement alimentaire, que ce soit des addictions avec substance ou ce qu'on appelle des addictions sans substance, c'est-à-dire achat pathologique, kleptomanie, conduite sexuelle addictive, etc. Mais en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la substance, elle est interne. C'est-à-dire que le cerveau, au bout d'un certain temps de jeûne, et là je parle vraiment uniquement de l'anorexie mentale restrictive, va produire ce qu'on appelle des endorphines, qui va bloquer la sensation de faim, avec d'autres mécanismes plus complexes, et finalement va donner comme un shoot de morphine, où on n'a plus faim, où on se sent léger, on se sent bien, et la personne qui souffre de cela, d'anorexie mentale, finalement, elle va être beaucoup plus mal si elle se met à remanger, ne serait-ce que parce qu'elle va diminuer son imprégnation endorphinique, c'est-à-dire son taux de morphine produit par elle-même, et donc elle va se sentir moins bien. Il y a une notion aussi autour de l'anorexie mentale qui est le déni, qui prend une place importante. Est-ce que vous pouvez nous détailler ça? C'est vrai que le déni fait partie des symptômes classiques, c'est-à-dire ce qu'on recherche ou qui saute aux yeux parfois. C'est-à-dire que la personne, elle vient, elle peut être très très amaigrie et elle ne sait pas pourquoi elle vient vous voir. C'est son père, sa mère, son frère, enfin son mari. En pratique, c'est très compliqué d'avoir une vision sur soi-même qui est claire. Le déni, c'est une méconnaissance par rapport à son propre comportement qui est considéré comme étant normal, alors que pour quelqu'un d'extérieur, et a fortiori pour les soignants, il n'est pas normal, et surtout, il est à l'origine de difficultés sociales ou physiques, d'amaigrissement, de dénutrition, etc., ou au plan cognitif, c'est-à-dire qu'on a du mal à se concentrer, parfois on n'arrive plus à effectuer la tâche ou le travail ou les études qu'on est en train de poursuivre, et parfois on a aussi des changements et des modifications je dirais pas de personnalité à proprement parler, mais pas loin, parce que quand on est dénutri, quand on est en hypoglycémie, on est irritable, on se dispute facilement, etc. Et donc, en pratique, cette méconnaissance, elle est inconsciente, hein, c'est pas une dénégation, c'est pas non, je sais que j'ai, et je vous dis que non parce que j'ai envie d'avoir la paix. Il y a une non-perception ou une insuffisance de perception, c'est-à-dire une minimisation des problèmes
ou de la problématique. C'est-à-dire, oui, peut-être que je suis fatiguée, mais c'est pas parce que je ne mange plus du tout, ni de féculents, ni de corps gras, et très peu de viande et plus de viande rouge. Quand on parle des troubles du comportement alimentaire, on pense dans un premier temps aux femmes, mais il y a aussi des hommes qui souffrent de ces troubles. Est-ce que vous savez dans quelle proportion? Absolument. C'est l'une des choses qui a aussi beaucoup marqué, parce que à l'origine, c'était quasiment que des cas féminins qu'on identifiait. Mais globalement, si je simplifie, il y a à peu près 9 filles pour un garçon concernant l'anorexie mentale, 8 pour 2 concernant la boulimie, si je sépare quelque chose qui n'est pas aussi séparé. Alors ceci vaut pour les formes classiques, des formes qui commencent après l'adolescence. Le pic de début, c'est entre 16 et 18 ans. Pour les formes qu'on appelle prépubères, parce qu'il y a ce qu'on appelle des formes atypiques qui commencent avant l'adolescence, avant 10 ans, ou qui sont tardives, c'est après 25 ans. Eh bien, dans les formes précoces, avant 10 ans, il y a autant de petites filles que de petits garçons. Ça aussi, ça trouble, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Et là aussi, on a toute une série d'hypothèses plus ou moins testées, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Alors ensuite, il est clair qu'il y a un certain nombre de formes masculines qui ont été sous-estimées ou non diagnostiquées. Pour 2 ou 3 raisons. Si je simplifie les symptômes de base, des troubles du comportement alimentaire, la triade initiale, c'est anorexie, amaigrissement, aménorrhée. En absence d'aménorrhée, c'est-à-dire en absence d'absence de règles, c'est-à-dire chez le garçon, c'est moins visible, forcément, il n'y a pas de règles. Mais déjà, on y pense peut-être moins. Ensuite, l'amaigrissement chez le garçon est beaucoup plus faible ou moins important que celui de la fille, sans doute pour des raisons aussi musculaires, enfin de physiologie. Le garçon à l'adolescence développe plutôt des muscles. Donc il est sans doute vraisemblable qu'il y a plutôt sans doute un peu plus de garçons que les études épidémiologiques ne le montrent. En tout cas, aujourd'hui, on les identifie mieux. Souvent, la stratégie principale de contrôle de poids passe par l'hyperactivité sportive. Et quand on cherche, on a quand même une anomalie au niveau hormonal, qui correspond aux anomalies féminines qui aboutissent à une absence de règles, mais du côté masculin. Dans le cadre de la prise en charge des troubles du comportement alimentaire, il est possible de mettre en place une thérapie familiale. Est-ce que c'est quelque chose qui est efficace? C'est même la chose qui a montré son efficacité dans les études. Il y a différents types de thérapies familiales. Il faut déjà que je le dise tout de suite. Donc il y a les thérapies familiales systémiques et puis il y a des thérapies familiales plutôt d'inspiration analytique. Là, quand on parle de thérapie familiale classique, on parle plutôt de systémique. J'y reviendrai, mais je voulais souligner que l'approche qui consistait à évacuer complètement les parents ou la famille de la prise en charge des troubles du comportement alimentaire n'est plus de mise. Je dis pas qu'il n'y a plus d'hospitalisation avec une certaine mise à distance. Dans certains cas, c'est nécessaire et c'est pratiqué avec l'accord du patient ou de la patiente. Mais à côté de cela, les gens qui vivent avec les personnes qui ont des troubles alimentaires ont besoin au moins eux aussi de comprendre, d'être soutenus ou guidés et parfois d'être accompagnés ou même de faire partie de la prise en charge. L'idée, c'est que la personne malade dans une constellation familiale, c'est celle qui peut exprimer la difficulté globale de la famille ou d'un groupe. Et donc, il ne s'agit pas de traiter seulement ou de soigner seulement la personne malade, mais l'ensemble des interactions qui sont souvent très perturbées. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails et je ne vous ai donné qu'une orientation des approches systémiques, mais il y en a d'autres. Il y a les groupes multifamiliaux, il y a des tas de choses. Alors, on va parler maintenant des études scientifiques sur les troubles du comportement alimentaire. Est-ce que c'est quelque chose qui impacte la prise en charge de vos patients? J'essaye que ça l'impacte. Déjà, déontologiquement, nous devons, en tant que professionnels de santé, être informés et prodiguer le meilleur soin avec des connaissances actualisées. Je ne pourrais pas vous dire que je m'informe de tout ce qui sort en termes d'études et de recherche, mais il est vrai aussi que j'ai la chance d'avoir appartenu à une équipe qui est très active à la CMME en termes de recherche. CMME, c'est le nom du service de l'hôpital Sainte-Anne où il y a non seulement une unité, mais maintenant quasiment la moitié du service qui est dédié aux troubles du comportement alimentaire. C'est aussi un centre expert dans le domaine et c'est vraiment un service de référence en termes de troubles du comportement alimentaire chez l'adulte. Et pour finir, vous avez écrit sur les liens entre les nouveaux médias et les troubles du comportement alimentaire.
Quels sont justement ces liens? Les médias, déjà par eux-mêmes, ont une influence et ont toujours eu une influence forte dans les troubles du comportement alimentaire. En tant que média, on peut parler finalement de tout système d'interaction humaine, même les journaux papier, même tout ce qui est écrit et qui transmet une information, parce que finalement, les troubles du comportement alimentaire s'inscrivent au sein d'un groupe. L'homme est un animal social, donc même s'il le voulait, il ne peut pas facilement vivre tout seul dans le désert. Un certain nombre de troubles se développent quand même parce que on se compare à l'autre. Soit on se compare à une référence, pour ne pas parler d'une norme. Or, socialement, qu'est-ce qui véhicule bien les normes? C'est les organes d'interaction, donc les médias. Et aujourd'hui, avec les nouveaux médias, chacun devient créateur de contenu, chacun se met en avant, se montre, et donc se donne à voir, et donc se donne à être comparé. Et bien sûr, la personne qui va aller circuler et regarder l'autre étant un semblable, différent et souhaitable à la fois, eh bien, va se comparer, en oubliant sans doute que l'autre ne va pas mettre des images où il a un bouton sur le nez et où ça va pas. Et donc, comme les troubles du comportement alimentaire se développent, commencent généralement en post-adolescence, à un moment où on est beaucoup dans la comparaison, forcément, l'image véhiculée dans les nouveaux médias peut être quelque chose de dangereux ou de aidant au développement de la maladie. Il y a beaucoup d'autres formes d'interaction entre nouveaux médias et développement des troubles du comportement alimentaire. Je voudrais juste citer le fait de la structure même du fonctionnement des nouveaux médias, qui vont plutôt avoir tendance à enfermer la personne dans une auto-confirmation de ses propres croyances. Or, quand on commence à développer des croyances qui sont très courantes du style, je sais pas, manger du chocolat fait grossir, ça c'est très courant, c'est complètement faux, mais c'est très courant, eh bien, vous allez être enfermé dans ce type de choses. Et quand vous êtes complètement envahi par des tas de croyances fausses, vous allez vous retrouver enfermé dans un système où finalement vous avez de moins en moins accès à un contre-avis, une contradiction. Quand même un petit bémol in fine, les nouveaux médias sont aussi un très bon organe d'aide pour sortir des troubles du comportement alimentaire, sans parler de la dématérialisation d'un certain nombre de prises en charge. Super, eh bien merci beaucoup. C'est un plaisir.